plusieurs chocs. Le premier, si je reviens loin en arrière, c'était c'est pas raconte, le choc, avec un immense film de James Ewing, Pandora, avec la plus belle, au sens propre, au sens figuré, actrice, à mes yeux, hein, une des plus belles en tout cas, du cinéma des grandes années hollywoodiennes avec Gardner, et son partenaire dans le film James Mason, dans ce que Scorsese appelait un rêve de film. Un rêve de film dans le sens où c'est vraiment un film littéralement, on sort de la réalité. C'est un film surréaliste hein, qui fait beaucoup référence au surréalisme en tant qu'art, hein, et plein de merveilles, d'allégories sur comment l'amour transcende la mort. Voilà. Même Hitler, on voit qu'il il est vindicatif jusqu'au bout. Hein. D'ailleurs, on pourra en parler ultérieurement dans l'interview si tu veux. On voit que ces tropismes sont toujours là. Hein. Sa haine vindicative, sa haine des Juifs, jusqu'au dernier moment. Hein. Il reste, par rapport à ça, droit dans ses bottes. Hein. Il ne changera pas. Voilà. Pabst s'était un peu attaqué au mythe en 1955 en racontant les derniers jours d'Hitler dans son bunker, mais là, Oliver Hirschspiegel nous le montre vraiment dans ce qu'il y a de plus prosaïque, dans sa banalité. Les moindres faits et gestes, les moindres petits commentaires, les moindres petits propos qui ramènent justement Hitler dans le cercle des hommes. Hein, on ne sait pas ce qui s'est passé les derniers jours dans le Führerbunker. Et là, Spiegel s'attache à nous montrer un des angles morts et du cinéma et de l'histoire, puisque nous n'avons que les témoignages de Traul Junge, sa secrétaire, qui l'a accompagné jusqu'au bout, et sur la base de laquelle Oliver Hirschspiegel a écrit son film. Il lui doit beaucoup. J'écris dans mon article qu'il donne corps et vie au Führer. Vraiment, quand Bruno Ganz apparaît pour la première fois à l'écran, dans la première séquence, on dit c'est Hitler. C'est littéralement bluffant. Tu connais l'expression se glisser dans la peau du personnage. Et là, vraiment, il s'est vraiment glissé sous la peau de Adolf Hitler. Et dans ses moindres tics, ses moindres mouvements, ses moindres gestes, les petites choses qui font qu'un être humain dit, parle, communique, il est là, devant nous. C'est littéralement sidérant. Alors, c'est tourné donc dans un décor qui me fait beaucoup penser d'ailleurs au film de Ridley Scott, Alien. Hein. Un endroit claustral, morbide, avec des lumières glauques, blafardes. On est littéralement confiné, enfermé. Bon, alors, dans toutes les séquences qui se passent dans le bunker, parce qu'il y a des séquences en extérieur, mais dans les principales séquences qui se passent à l'intérieur du bunker de Hitler, on est vraiment littéralement coincé dans l'étroitesse du lieu, hein, coincé, enfermé, emprisonné, et on ressent justement le confinement, et on arrive justement à se mettre à la place des personnages, sans pour autant avoir de l'empathie. C'est tourné caméra sur l'épaule, en longue focale. On suit les personnages en gros, en moyen plan, de manière à vraiment être au plus près de tous ces gens qui finalement se débattent dans leur piège. Et on a vraiment le sentiment d'être au milieu de la mêlée, comme on serait au milieu d'un champ de bataille en fait. Du langage formel du cinéaste, mais aussi comment dire, de l'état d'esprit qui règne
dans le bunker. Il y a une espèce de parfum de décadence. À un moment donné, on voit Eva Braun qui emmène tous les dignitaires, tout le dernier cercle danser puisque le bunker donnait sur la chancellerie. Danse sur les tables. On a l'impression de voir ces classiques. Il n'y avait pas les termes vieux films. Où on voit l'Empire romain décadent, orgiaque. C'est un peu tout ça. Et en même temps, on entend des sous-officiers parler de la meilleure manière de se suicider, comment se tirer une balle dans la tête. Bref, des choses tout à fait anodines, mais en même temps totalement graves et c'est une métaphore avec les coups du destin. Pendant tout le film, enfin toutes les séquences qui sont tournées dans le bunker, on entend le pilonnement des obus de l'armée rouge qui tombent sur Berlin, qui se rapproche de la chancellerie, du bunker, comme une menace de plus en plus imminente et qui va frapper les derniers nervis les derniers survivants, et qui vont être littéralement effacés de l'histoire. Hitler, c'était un homme convaincu de son omnipotence, de son omniscience, qui voulait imposer sa domination au monde, donc qui voulait imposer sa volonté au monde. C'est bien ce que veut dire Leni Riefenstahl quand elle parle du triomphe de la volonté. Quand on veut, on peut. C'est pas tout à fait comme ça se passe dans la vie, mais en tout cas, quand on a les moyens qu'avait Hitler, le Troisième Reich, la Wehrmacht, bref, toute l'infrastructure qu'il a commandait pour mettre en œuvre son plan destructeur. Oui, effectivement, la volonté, il suffit de claquer du doigt, en fait. Hirschbiegel, son film, c'est un contre-pied à tout ça, puisque c'est le principe de réalité qui va s'imposer au Führer, finalement. Ce n'est plus à la volonté inatteignable, immarcessible du Führer va s'opposer la réalité et la roue d'histoire qui va l'écraser finalement. C'est un parti pris. C'est ce que n'a pas compris Wim Wenders ou des gens comme Günter Grass ou beaucoup de critiques qui ont reproché, ou Claude Lanzmann. Alors, Claude Lanzmann, c'est lui qui valide tous les films sur la Shoah. S'il n'y a pas un imprimateur de Claude Lanzmann, ça ne pouvait pas le faire. Bon. Évidemment, il a condamné, puisque humaniser Hitler, c'était finalement lui ressentir de l'empathie et l'excuser presque, excuser le nazisme. Marc Ferro a parlé d'un film sur le nazisme sans nazisme, mais c'était pas du tout le propos d'Oliver Hirschbiegel. Comme je l'ai dit au début de cet entretien, il voulait montrer un angle mort de l'histoire qui n'a pas été montré, qui n'a pas été représenté en images, et pas du tout de faire un film thématique ou un documentaire sur le nazisme, machin. C'est pas du tout le propos d'Oliver Hirschbiegel. Et je dirais que je pense que les gens font la confusion entre rendre humain et rendre banal. C'est pas du tout la même chose. Ils le rendent pas humain. Au contraire, dans plusieurs séquences, on le voit vociférer, on retombe sur le Hitler des mauvais jours, le Hitler vindicatif. Et puis, on voit bien que même dans le testament qu'il fait rédiger à sa secrétaire, Troll-Yugal, il reste un antisémite notoire, virulent et sans concession. Donc non, on ne l'humanise pas. On le rend banal dans ses petits gestes, mais on ne l'humanise pas. Parce qu'un bourreau ne peut pas avoir de l'empathie pour ses victimes. Le spectateur, je le trouve tout au plus pathétique. Mais de l'empathie, non, certainement pas. Je crois que c'est un film qui peut être didactique, pédagogique, dans le sens où il montre aussi comment tout un peuple s'est laissé a vécu une véritable hallucination collective, une fascination pour ce dictateur. Jusqu'au dernier moment, on voit ses proches qui admirent
la grandeur, Mein Führer, la grandeur du Führer. Il montre bien comment les Allemands, même après la chute du Troisième Reich et la dénazification, ressentaient encore de l'admiration pour le Führer. Hein. Mais non, c'est pas de sa faute. Ils n'ont pas compris. Mais alors, pourquoi mais parce que je croyais en lui. Voilà. Et, en Italie, moi qui vais souvent en Italie, j'entends souvent dans certains lieux publics une admiration pour Mussolini, qui ne s'est pas éteinte. Parce que l'homme fort, ça fascine toujours, cette espèce de virilisme, de volonté comme ça. Des hommes comme Poutine, par exemple, Trump, que l'on croit omnipotent, eh bien ça fascine les fous. Je conseille vivement les enseignants en histoire dans le second degré au lycée d'emmener leurs étudiants parce que c'est important de montrer que même le genre humain, en tout cas, il y a en nous, Freud parlait il parlait de Eros et Thanatos, de la pulsion de vie, pulsion de mort, et il y a une pulsion d'agression dans chaque être humain, et toutes ces pulsions de mort, elles ne demandent qu'à surgir quand le contexte favorable est là, par exemple les guerres, les expéditions punitives, hein, des choses où vraiment, eh bien, on se lâche en fait. Et quand on est en groupe, alors là, on se lâche encore plus. Et on connaît la suite, on connaît l'histoire. Et donc, en nous, hein, nous avons tous une part d'agressivité, un potentiel à faire du mal. Et c'est cela que montre Olivier Hirschberg. En nous, il y a un alien qui ne demande qu'à sortir de la manière la plus effroyable.